Bienvenue sur Mémoire vive, aujourd'hui un petit épisode hors série, l'écriture du prochain épisode de la série consacrée aux négationnistes est en cours, et aujourd'hui j'avais envie de réagir à quelque chose de plus d'actualité, et de parler d'un sujet qui me tient à cœur et auquel je réfléchis depuis un certain temps. Et la sortie de la série documentaire 3945 et Le Monde bascule sur France 2, qui a été diffusée le 6 mai, je crois. Au moment où j'enregistre, nous sommes le 8 mai. Et j'ai eu le temps, vous verrez que c'est une série qui est assez courte, j'en reparlerai, de regarder cette fameuse série et ça m'a fait réémerger un certain nombre d'idées que j'avais en tête au sujet justement des documentaires sur la Seconde Guerre mondiale, et je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais faire un épisode un petit peu plus chill, un peu plus dans la réaction et un peu moins écrit également. J'espère que ça ne s'entendra pas trop et que ce ne sera pas moins agréable que d'habitude à écouter, si tant est que vous trouvez ça agréable d'habitude. Alors comme vous vous en doutez peut-être, je suis depuis un âge très précoce un très gros consommateur de documentaires historiques, en particulier sur la Seconde Guerre mondiale. Et donc quand j'ai appris que France 2 allait diffuser une nouvelle série qui avait été inspirée par la série de 2009, la série documentaire Apocalypse, d'Isabelle Clarke et Daniel Costel, je me suis dit, allez, j'allais me faire un petit écart sur mon programme de travail habituel pour voir un petit peu ce que ça valait. Bon, c'est une série en 4 épisodes, réalisée par Michael Gamrasny, j'espère que je n'ai pas écorché son nom. Il est aidé à l'écriture par le spécialiste Olivier Vivorca, qui est vraiment une autorité dans le domaine. Il a co-dirigé un livre sur les mythes de la Seconde Guerre mondiale, qui est un livre dont je me sers assez régulièrement, ainsi qu'une histoire totale de la Seconde Guerre mondiale, et une histoire de la résistance que je suis en train de lire, et que je chroniquerai sans doute ces prochaines semaines. Bon, toujours est-il que du coup, je me suis dit que ce serait un documentaire assez prometteur. Je vous donnerai mon avis dans un instant, mais surtout il m'a donné envie de parler du sujet des documentaires historiques en général, mais en particulier sur la Seconde Guerre mondiale, de mettre en avant leur intérêt, mais aussi souvent leurs limites récurrentes, et éventuellement de faire aussi quelques recommandations, parce que comme je l'ai dit en introduction, j'en ai consommé une certaine quantité. Alors, 3945 et Le Monde bascule, qu'est-ce que ça vaut, qu'est-ce qu'on en pense ? Alors, globalement, c'est une série dans laquelle je retrouve l'essentiel de ce que j'ai à reprocher à ces séries documentaires en général, même si, je vais le dire, il y a quand même des points positifs, c'est pas une catastrophe. En revanche, je trouve que c'est quand même un cas d'école de ce qu'il y a à améliorer dans ce type de production. Alors tout d'abord, le principal problème, c'est que le rythme est beaucoup trop rapide, on pourrait même dire que c'est vraiment rushé. Ce n'est que 4 épisodes de 55 minutes, c'est très peu pour parler de la Seconde Guerre mondiale. Pour vous donner un exemple, le documentaire Apocalypse de 2009, la série documentaire Apocalypse, prenait davantage son temps, et déjà ça allait très vite. C'était 6 épisodes. Donc là, on a 4 épisodes seulement pour parler du conflit et de ses différents aspects, parce que c'est pas qu'une histoire militaire, et j'ai peur que le spectateur, notamment novice, ne retienne pas grand-chose. À titre personnel, je l'ai vu hier, et honnêtement, j'en ai pas retenu beaucoup de choses, parce que vraiment, ça allait si vite que on n'a pas le temps d'emmagasiner les informations. Et même la bonne idée de la série, enfin une de ces bonnes idées, à savoir des séquences montrant les conséquences à long terme de la Seconde Guerre mondiale dans la deuxième moitié du XXe et jusqu'à aujourd'hui, vont si vite qu'on n'a pas le temps d'y réfléchir. C'est quasiment des flashs. Et pourtant, c'est bien, c'est une excellente idée de montrer les prolongements de certains événements, de certaines innovations de la Seconde Guerre mondiale dans les conflits qui ont suivi, ou même dans les relations géopolitiques du siècle dernier et de nos jours. Donc c'est vraiment une excellente idée. Le problème, c'est que c'est globalement mal exploité, ça va beaucoup trop vite. On n'a pas le temps de s'accrocher et de réfléchir aux ponts qui sont faits entre ce dont parle le documentaire et l'actualité, ou la suite de l'histoire. Alors bien sûr, on passe aussi par les points obligés, alors ça, il n'y a pas de problème, mais c'est pas sûr que le spectateur novice y comprenne grand-chose. Ça me rappelle un peu mes traumatismes personnels d'enseignant, qui doit plier l'événementiel de la Seconde Guerre mondiale en 2 heures pour tenir le programme. Allez voir les programmes de lycée, notamment sur la Seconde Guerre mondiale, et vous verrez que en théorie, on est censé faire ça, je crois, en 5-6 heures. Donc c'est absolument délirant. Mais voilà, on est obligé de tenir le programme, il faut aller vite, et c'est un peu le ressenti que j'ai eu devant ce documentaire, c'est qu'il veut aller trop vite. Alors le revers de ce point positif, c'est-à-dire le fait que finalement c'est quand même assez complet, on passe par tous les points importants, c'est qu'on peut aussi faire un bingo des clichés attendus dans ces documentaires. D'ailleurs certains étaient déjà dans Apocalypse, celui vraiment qui me revient quand j'y repense, c'est l'histoire des Polonais qui ont chargé à cheval contre les chars en septembre 1939. On remet les mêmes images d'archives et on raconte encore une fois cette anecdote comme si les Polonais étaient des abrutis qui étaient encore dans une guerre du Moyen-Âge
contre les panzers allemands, bon, c'est en grande partie un cliché, ce qui a été débunké depuis un certain temps. Et donc on revient sur ces images d'Épinal qui, bon, en fait, ne sont pas très utiles. Et à côté, on voit peut-être 15 secondes, par exemple, des Français de la LVF, et c'est dommage parce que le sujet est souvent très peu traité, et en plus, on a des images de la LVF. Donc on aurait pu peut-être développer davantage ce point sur lequel en plus on a eu des percées récemment. Je vous renvoie au livre de Philippe Douroux que j'ai chroniqué dans ce podcast. Et donc du coup, peut-être qu'on aurait pu se passer de nous resservir les cavaliers polonais qui chargent les panzers et parler davantage de ce point ou de n'importe quel autre qui n'est pas assez développé ou pas assez creusé, voire complètement ignoré. Bon, en même temps, c'est un petit peu facile de mon point de vue de dire « Ah, il manque ça, il manque ça ». Bon, parce qu'en fait, on peut pas tout mettre dans un documentaire, a fortiori quand il ne fait que 4 épisodes d'une heure. Donc bon, voilà, on remet la charge des Polonais contre les Panzers, mais cela dit, quand même, on échappe à certains autres clichés. Par exemple, quand on fait la chute du Troisième Reich, on évite de nous resservir la musique de Wagner, les funérailles de Siegfried, le crépuscule des dieux, qui en fait est de manière récurrente, et ce depuis des décennies, mis en bande-son chaque fois que l'on nous montre des images de la chute du Reich. Et ça, moi, ça m'a toujours dérangé. Enfin, ça m'a toujours dérangé. Ça me dérange depuis que j'ai un peu lu sur les nazis et sur le Troisième Reich, parce qu'en fait, c'est exactement l'image qu'Hitler voulait donner de la fin du Reich. Hitler a maintenu son pays dans la guerre jusqu'au bout, il avait la volonté de jouer son va-tout jusqu'au bout, il a cru pouvoir retourner la situation jusqu'au bout, jusqu'à son suicide. Son raisonnement, c'est, écoutez, il vaut mieux partir avec panache, et si le peuple allemand n'est pas assez fort pour survivre à cette guerre, il mérite de disparaître. Il était cohérent avec son darwinisme social, mais lui-même faisait le pont avec l'opéra wagnérien, avec cet imaginaire sur lequel il s'est appuyé pour sa propre propagande. Donc en fait, quand on remet du Wagner sur les images de la chute du Troisième Reich, inconsciemment, on va dans le sens des nazis. Bon, je trouve que on pourrait s'en passer. Alors ici, le documentaire le fait, donc c'est plutôt bien. Bon, cela dit, on passe quand même par pas mal de clichés, du bingo habituel, des points de passage obligés, c'est un peu dommage. Autre problème, et là c'est un peu plus problématique selon moi, c'est que c'est vraiment putassier. Alors le mot est peut-être un peu fort, mais moi je trouve que sous prétexte de s'adapter à un spectateur du 21e siècle, on en fait trop dans le divertissement, la ludification. Vraiment, c'est beaucoup trop. Là, on a une musique ronflante, pseudo-épique. Au moins dans Apocalypse, il y avait certes une bande originale épique, c'est vrai, mais je la trouvais globalement assez sobre. Là, vraiment, ça ressemble vraiment à la musique d'un mauvais jeu vidéo. On a des séquences où on utilise des images 3D qui ressemblent beaucoup à des cinématiques de jeux vidéo. On a par exemple une scène où l'on est littéralement dans la lunette du tireur d'élite soviétique Vassili Zaïtsev qui s'était illustré pendant la bataille de Stalingrad. Je trouve que le mélange des genres est assez discutable parce que quand on parle de la Seconde Guerre mondiale, il faut quand même avoir de la distance et de la retenue. C'était pas un jeu, en fait, pour les gens qui l'ont vécu. La quantité de gens qui sont morts, qui ont souffert, qui ont quitté cette guerre avec des traumatismes physiques, mentaux, parfois les deux, etc., je trouve que c'est un peu dommage de rentrer dans cette espèce de gamification, de ludification du récit de l'histoire, parce que vraiment parfois on a l'impression d'être dans une cinématique d'un mauvais film de guerre ou vraiment d'un Call of Duty, quoi. Vraiment c'est ça. Alors bien sûr, ça me dérange pas quand Call of Duty fait ça, parce que c'est un jeu vidéo qui prétend pas faire œuvre d'historien ou œuvre de mémoire. Pour un documentaire qui a pour but de vulgariser cette histoire et d'entretenir la mémoire auprès d'un public contemporain, je trouve que c'est un peu plus discutable. On n'est pas obligé de rendre ça attractif en faisant ressembler ça à un jeu vidéo ou en transformant ça en scène de film d'action. Moi je veux bien qu'on essaie de rendre ça immersif, c'est ce que le réalisateur avait trouvé bien dans Apocalypse, et c'est vrai, Apocalypse avec ses images colorisées, son rythme, etc., rendait la chose globalement immersive, mais ça se fait parfois au détriment du contenu. Il y a des points qui ne sont pas assez expliqués, notamment dans le premier épisode, j'y reviendrai, et parfois on a des simplifications, dont je comprends la nécessité, mais voilà, si on avait mis un peu moins de ces cinématiques, un peu vidéoludiques, et plus de contexte, ça aurait pas été plus mal, je pense. Notamment dans le premier épisode, on a par exemple très peu d'explications sur la vision du monde des nazis, alors qu'on peut pas comprendre la Seconde Guerre mondiale et son déclenchement, et ce qui suit, sans revenir sur l'imaginaire des nazis. On nous dit Hitler veut créer un empire. D'accord, mais pourquoi ? Quel empire ? Autre chose aussi, on met un petit peu toutes les dictatures de l'entre-deux-guerres dans le même sac. L'URSS, Franco, Mussolini, Hitler.
et on en fait une espèce de catégorie, voilà, unique, et elle refuse l'armistice de 1918. Alors, c'est vrai pour Hitler, c'est vrai pour Mussolini, c'est pas vrai pour l'Union soviétique. L'Union soviétique a une histoire différente, alors qui est reliée à la Première Guerre mondiale, hein, mais c'est la révolution de 1917 qui a donné naissance à l'Union soviétique, ainsi que la guerre civile qui s'en est suivie. Et pour ce qui est de l'Espagne de Franco, en fait, c'est issu d'une guerre civile qui a eu entre 36 et 39, parce qu'il y a eu un coup d'État fasciste contre une république de gauche, contre un front populaire, comme il y avait eu lieu en France. Et en fait, présenter les choses comme ça efface complètement l'un des enjeux de la Seconde Guerre mondiale, qui est cet affrontement entre le fascisme et le communisme, en fait, entre ces deux alternatives au capitalisme. Donc voilà, je trouve que, sans forcément rentrer dans les détails, on aurait pu éviter ce genre de simplification, et peut-être se passer de certaines séquences où l'on voit les bombes tomber en 3D sur les villes. Franchement, qu'est-ce que ça apporte? Je pense pas que le spectateur du XXIe siècle soit plus idiot, moins capable de se concentrer que le spectateur de la deuxième moitié du XXe siècle. Quand on regarde de vieux documentaires, bah oui, c'est moins haché, le rythme est plus lent, on prend plus le temps d'expliquer, mais on en a plus à manger en fait. Et là, je trouve qu'il y a une espèce de déséquilibre entre l'aspect divertissant et l'aspect éducatif du documentaire. Donc vraiment, ça m'a particulièrement dérangé, outre le fait que je trouve moralement discutable de privilégier l'immersion dans la guerre, de rendre ça quasiment cool en fait, hein, d'une certaine façon, au fait de raconter ce que les gens ont vécu. Alors bien sûr, quand je dis ça, on a l'impression que c'est qu'une gigantesque cinématique de 4 heures, c'est pas vrai, mais je voulais pointer ça du doigt, et c'est pas quelque chose que ce documentaire est le seul à faire. On a parfois tendance un petit peu à accentuer certains aspects un petit peu ambigus moralement, pour rendre ça attractif, notamment l'aspect un peu morbide, il y a des images particulièrement difficiles. D'ailleurs, en parlant des images, c'est l'élément dont je voulais parler ensuite, c'est qu'on donne trop d'importance aux images. Je m'explique, on va se mettre d'accord, une bonne fois pour toutes, on les a toutes vues, d'accord ? Les archives de la Seconde Guerre mondiale, sauf de rares exceptions, et sauf découvertes futures, l'essentiel des images présentes dans ce documentaire ont déjà été employées par Apocalypse, Seconde Guerre mondiale, et des centaines d'autres documentaires. Le fait que ce soit colorisé et sonorisé, ça n'apporte pas vraiment grand-chose, même le côté immersif. Je trouve pas que ça apporte plus d'immersion que ça. En revanche, ce qu'il aurait été plus intéressant de faire, c'est pas tant de communiquer sur la colorisation des images, leur sonorisation, etc., mais c'est de dire ce qu'on voit. Et ça, ce n'est quasiment jamais précisé, mais la plupart des images que l'on a de la Seconde Guerre mondiale, ce sont pas des images prises par des reporters, ce sont des actualités de propagande des deux camps, des Alliés et de l'Axe, et ça, ce n'est quasiment jamais précisé. Et donc on a une fausse image des événements, mais le spectateur a l'impression d'y être. Et là aussi, du coup, c'est discutable, parce que sous des prétextes de pédagogie, on trompe le spectateur. Et je trouve que c'est dommage de ne pas prendre le temps d'analyser certains rushs. Alors bien sûr, on peut pas tous le faire, mais ce serait bien de temps en temps de rappeler que ce qu'on a à l'écran, ce sont des images de propagande, et que ce n'est pas nécessairement la réalité des combats. Parfois, c'est un peu comme les images de la Première Guerre mondiale. Les images animées de la Première Guerre mondiale, ce sont des reconstitutions pour 80-95%. C'est très rare d'avoir des images prises lors d'un assaut pour de vrai, mais pour des raisons évidentes, des raisons techniques, des raisons humaines. Donc en fait, les images qu'on a, elles ont un contexte, elles ont été faites dans un but précis, et il faut le rappeler. Et ça, c'est quasiment jamais fait, et du coup, c'est un peu dommage. Donc c'est aussi pour ça que je fais cet épisode, hein, c'est que je pense que parmi vous, il y a des amateurs de ce genre de programme, plus ou moins informés, et il faut vraiment avoir ça en tête, hein, quand on regarde des documentaires, et même les meilleurs documentaires font ça. On utilise des images, les images que l'on a à disposition, mais ces images ne montrent pas nécessairement la réalité des choses. Alors pour autant, je suis pas en train de dire qu'il faut revenir à des images toujours en noir et blanc, et des images fixes. On a besoin d'images pour entretenir la mémoire des événements. Alors du coup, quelle est la solution ? Moi, je pense qu'il faut arrêter les séries englobantes. Je pense qu'il faut vraiment arrêter d'essayer de résumer la Seconde Guerre mondiale en quelques épisodes d'1 heure. Ça a été fait plusieurs fois. Ces documentaires ont leurs qualités et leurs défauts, mais ils existent en fait. On peut les consulter. Alors évidemment, il faudra toujours en refaire de temps en temps pour actualiser les savoirs. Mais moi je pense que ce qui pourrait plutôt avoir un apport intéressant, c'est les documentaires qui ont un angle. Déjà parce qu'avoir un angle, ça permet d'aller un peu plus en profondeur. Et bien sûr, ça implique de donner plus de place à ce genre de production sur le service public et ailleurs. On devrait vraiment en voir plus souvent, justement pour qu'ils puissent se compléter. Je pense aussi qu'il faut vraiment arrêter de chercher l'évocation ou l'immersion à tout prix.
À ce jeu-là, rien ne bat le cinéma ou les séries, vraiment. Si vous voulez vous immerger dans la Seconde Guerre mondiale, il existe des films. Voilà, il y a Le Soldat Ryan, il y a les séries Band of Brothers et The Pacific, il y a l'excellent film de 1993, Stalingrad, dont j'ai oublié le nom du réalisateur et dont je reparlerai sans doute un jour sur ce podcast. Pour s'immerger, on a de quoi faire, mais la fiction a plus d'armes que le documentaire. Parce que le problème de l'immersion et de l'évocation, c'est qu'on se retrouve souvent à avoir des documentaires un peu creux. Je vais prendre pour exemple un documentaire que j'avais regardé quand j'étais collégien ou lycéen, je sais plus, mais qui commence à dater. C'était une série documentaire, il y avait un volet qui s'intitulait Staline le tyran rouge, et Hitler, truc du genre Hitler, le génie du mal, enfin un truc comme ça. Et en fait, je les ai revus à l'âge adulte, et je me suis rendu compte d'à quel point on n'apprenait rien dans ces documentaires. C'était 1 heure d'images d'archives, avec par-dessus quelques commentaires, plus les citations, plus ou moins apocryphes, d'Hitler, de Staline et de leur entourage. Et donc, ce qui restait de ces documentaires, c'est, vous avez vu, ils étaient très très méchants. Je veux dire, quel est l'intérêt ? Quel est l'intérêt de faire des documentaires pour vous dire Hitler était très très méchant ? Aucun. Ça n'a aucun intérêt. En revanche, poser la question de qu'est-ce qui a rendu Hitler possible ? Dans quel bain culturel il a développé ses idées ? Comment expliquer que des gens l'aient suivi ? Voilà, ça, c'est faire de l'histoire. Et beaucoup de documentaires, en fait, ne font pas de l'histoire, ils font de l'évocation. Et ça n'apporte rien. En revanche, ce qui ne peut pas battre le documentaire, c'est pour la portée pédagogique, c'est pour la portée éducation populaire. Et donc là, il n'y a pas de solution miracle, je pense qu'il faut donner davantage la parole aux spécialistes pour contextualiser le propos. Et c'est un peu le problème des séries comme Apocalypse ou justement 3945 et Le Monde bascule, c'est que les spécialistes, hors Olivier Vivorca qui a contribué à l'écriture, alors je ne sais pas à quel point il a contribué au choix audiovisuel, je pense que lui s'est contenté de donner des conseils historiques, mais en revanche, on n'a pas d'intervention des spécialistes du sujet. Et ça manque cruellement. Parce que le spécialiste va pouvoir apporter des précisions. Ça permet aussi de ne pas toujours être le nez dans le guidon, de faire une pause dans la narration du documentaire et de prendre le temps d'emmagasiner les informations et de les mettre en perspective grâce aux spécialistes. Ça permet donc de nourrir un peu le propos et de rendre ça plus intéressant. Et ça revient à ce que je crois profondément quant à ces documentaires, c'est que le public a besoin de contenu exigeant. Il a besoin de contenu exigeant parce qu'on est dans une démocratie, encore en tout cas, et qu'on a besoin de citoyens éclairés, et que pour éclairer les citoyens, ils ont besoin d'apprendre des trucs, ils ont besoin d'avoir des connaissances précises et sourcées sur des sujets très divers, et donc c'est exigeant. Si on veut une démocratie, il faut être exigeant avec la population française et avec les contenus culturels qu'on leur diffuse, service public ou pas service public d'ailleurs. Je pense que le fait de montrer des contenus exigeants, ça permettrait aussi peut-être aux gens de se rendre compte qu'ils sont à la hauteur. Parce que ça, c'est aussi un problème. Quand je discute un peu de vulgarisation avec des collègues, avec des gens de mon entourage, c'est que parfois, les gens sont convaincus qu'ils ne sont pas compétents pour regarder certains contenus qu'ils considèrent comme trop pointus. Peut-être, mais en fait peut-être pas. Peut-être que un documentaire Arte qui a l'air un peu austère, qui a l'air un peu exigeant, en fait, vous allez rentrer dedans, et peut-être que vous allez en ressortir avec la satisfaction d'avoir été au bout de quelque chose de difficile. Et je pense vraiment que c'est possible, et quels que soient les présupposés avec lesquels on arrive devant le documentaire. Donc ça, c'est une de mes grandes convictions, c'est que on est capable de recevoir des contenus exigeants. Simplement, il faut d'une part habituer les gens, il faut avoir cette ambition-là pour la vulgarisation des savoirs en général, pas que de l'histoire. Moi, depuis que j'ai lancé ce podcast, je me rends compte de quelque chose que je n'avais pas mesuré, c'est l'incroyable quantité de gens qui font de la vulgarisation historique sous différentes formes. Ça a été une de mes grandes révélations, c'est que je me suis rendu compte qu'on était hyper nombreux, à différentes échelles, à travers différents moyens, à essayer de vulgariser de l'histoire. C'est pas un hasard, c'est que les Français, ça les intéresse. Et donc si ça les intéresse, il faut leur donner de quoi faire. Mais on doit faire le choix de leur donner quelque chose d'exigeant. Et des documentaires comme celui qui m'a servi de prétexte à cet épisode, je suis pas en train de dire que il faut pas aller le voir, qu'il faut pas le regarder, que c'est nul. C'est pas nul, mais il a les mêmes défauts que beaucoup d'autres documentaires qui sortent depuis quelques années. Et je pense qu'il faut vraiment essayer
d'infléchir cette espèce de course à l'immersion, cette course au divertissement du public, qui est selon moi capable d'avoir accès à quelque chose de plus exigeant. Alors peut-être que je me trompe, mais c'est ma profonde conviction. Alors vous avez compris, je suis pas en train de vous dire qu'il faut arrêter de regarder des documentaires, et qu'il faut plutôt se mettre à simplement bouquiner et lire des articles universitaires. Ça, c'est une fausse alternative. Il faut faire feu de tout bois. Moi, je vous dis, regardez des documentaires, regardez des films, allez voir des expositions, allez voir des associations qui font de la reconstitution, lisez des livres universitaires et lisez des articles universitaires. En revanche, il faut, je pense, toujours, et ça c'est la responsabilité des vulgarisateurs, des enseignants et même de ceux qui font de la recherche, alerter le public sur la limite de chaque moyen de diffuser les savoirs, et c'était ce que j'essayais de faire aujourd'hui. Alors avant de vous quitter, quelques recommandations. Donc actuellement sur Arte, vous avez la série The War, qui est une série américaine, qui elle aussi commence à dater, mais qui en revanche, après l'avoir revue il y a peut-être 1 ou 2 ans, reste vraiment excellente. Ça fait partie de ces séries qui sont englobantes, elle raconte toute la guerre. En revanche, elle a fait le choix, cette série, de se mettre uniquement du point de vue des Américains, de soldats américains et de leurs familles et de leurs témoignages. Donc il y a bien un angle d'attaque qui a été choisi, on fait intervenir des vétérans, on fait intervenir leurs familles, il y a beaucoup de témoignages, donc c'est vraiment un rythme qui prend le temps. On part du déclenchement de la guerre à sa conclusion, mais aussi on s'interroge sur l'après. Donc c'est vraiment un documentaire qui est très riche et que je vous recommande, et qui en plus est disponible sur Arte en ce moment. Alors désolé pour ceux qui découvriraient l'épisode après la fin de la disponibilité de la série, mais vraiment je vous le recommande, je le répète, The War de Ken Burns et Lynn Novick. Autre documentaire un peu plus récent qui est sorti en 2015, qui est réalisé par Daniel Kamdamov, c'est Stalingrad, l'heure de la puissance. Il est en 3 parties, ça revient uniquement sur cette bataille-là et ses enjeux, et j'avais trouvé qu'il était vraiment très complet, très intéressant. Dans les documentaires récents également, vous avez un documentaire consacré à la Shoah par balle qui s'intitule Babillard Contexte de Sergei Loznitsa, qui est un peu moins accessible que les 2 documentaires précédents. Voilà, qui est un peu plus exigeant, mais qui revient en détail sur la manière dont les populations ont vécu la Shoah par balle, en Ukraine notamment, et autour du massacre de Babillard, au cours duquel plus de 30 000 juifs ont été assassinés par la Einsatzgruppen. Au croisement entre la Seconde Guerre mondiale et le génocide des juifs, vous avez un documentaire qui s'intitule « Au nom de la race et de la science », qui a été réalisé par Alex et Tancred Ramonet et Sonia Rollet. Il date de 2013, il est vraiment passionnant, il fait intervenir des spécialistes, par exemple Johan Chapoutot, et qui revient sur la science nazie. Quelle était la vision scientifique des nazis, et quels crimes ont-ils commis au nom de leur vision pseudo-scientifique. Vous avez aussi eu récemment les reportages sur les procès de Maurice Papon, de Paul Touvier et de Klaus Barbie, alors dans le désordre, qui ont été publiés sur France Télévisions, que j'ai vu aussi il n'y a pas très longtemps, qui sont vraiment exceptionnels, passionnants, pour revivre un petit peu cette phase où la France a un petit peu redécouvert son passé sous l'occupation, et qui évidemment revient sur l'histoire du génocide en elle-même. Bon, je vais m'arrêter là dans les recommandations, parce que sinon ce serait un petit peu long. J'en ai oublié, et il y en a même que j'ai pas réussi à retrouver, que je sais que j'ai vu, mais je me souviendrai pas du titre. Enfin bon. Dans tous les cas, il y a de quoi faire. Si ça vous intéresse, allez voir ce documentaire sur 3945 et Le Monde Bascule. N'hésitez pas à me faire vos retours, si vous trouvez que j'ai été un peu dur, peut-être, par exemple. Je sais que d'habitude, je parle plutôt d'ouvrages dont j'estime qu'ils ont un intérêt, donc là, pour une fois, je me permets des critiques un petit peu plus mordantes. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. En attendant, j'espère que cet épisode vous aura apporté quelque chose. On se retrouve au plus vite pour reprendre notre série en cours, et en commencer peut-être une autre, qui sait. En attendant, restez calme et écoutez les historiens.